Mesdames et messieurs, bonsoir. Un accident a donc eu lieu dans une centrale nucléaire en Union soviétique, en Ukraine exactement, non loin de Kiev. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. L'agence TASS, qui a annoncé exceptionnellement la nouvelle, n'a précisé ni la date, ni les conséquences de cet accident. On sait seulement qu'il y a des victimes. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Ça, c'est ce qu'on a dit aux Français il y a 40 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, à l'anniversaire de la catastrophe, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dévoile un dossier de 80 pages, le bilan des conséquences en France du plus gros accident nucléaire qu'a connu l'humanité. Ce dossier, on l'a lu pour vous, on a échangé avec les auteurs, on a discuté avec des journalistes qui ont enquêté sur Tchernobyl. Les doses, elles sont estimées. Certaines d'entre elles, on les a plus remis en cause depuis 25 ans. On s'est même procuré auprès de France Télévisions les meilleures archives vidéo pour vous pondre une super enquête et répondre à une question que les Français se posent tous. Quelles sont les véritables conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl en France ? Ces images, ce sont des images d'archives de Pripyat. Pripyat, c'est une ville modèle. C'est la ville la plus jeune de l'Union soviétique. La moyenne d'âge est de 27 ans. Il y a une piscine, un cinéma, une boîte de nuit, la rivière de Pripyat juste à côté et en bordure de la ville, une forêt. Elle sort de terre en même temps qu'un monstre industriel, la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle est vouée à devenir la plus grande centrale nucléaire du monde entier, avec pas moins de 12 réacteurs, de quoi alimenter une bonne partie du réseau soviétique en Ukraine. Pripyat héberge alors les travailleurs de la centrale, mais aussi les ouvriers qui travaillent à son extension. Au moment où ces instants de vie sont capturés, la centrale ne compte encore que 4 réacteurs. Le 25 avril 1986, il y a 40 ans, jour pour jour, les ingénieurs de la centrale sont sur le point de lancer un essai. Alors, je vous épargne les détails techniques de ce qui s'est passé ce soir-là, mais l'issue de ce test, tout le monde la connaît. À 1h23 et 45 secondes, une explosion déchire la nuit. Le réacteur 4 de la centrale vient d'exploser. Dans les jours suivants, les habitants sont sommés de quitter la ville pour quelques jours, leur disait-on. La plupart, bien sûr, ne reviendront jamais. Le cœur du réacteur est à l'air libre et un gigantesque nuage de particules radioactives se forme. À l'ouest de l'Europe, tout le monde panique face à la progression du nuage radioactif. Les pays prennent tous des mesures drastiques, enfin tous, sauf la France qui, elle, est miraculée. Dans notre journal de 20h, le directeur adjoint du service de protection, le SCPRI, n'est pas inquiet. Madame, monsieur, bonsoir. À la une catastrophe qui n'en finit plus de produire ses effets. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. L'Union soviétique annonçait qu'1 million de personnes originaires de cette région allaient à nouveau être déplacées à cause des risques continus de contamination. Enchanté, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans et je suis chercheur en écologie au MIT. Et avec mon équipe, on vous propose des vidéos de vulgarisation sur YouTube pour essayer de vous embarquer dans la littérature scientifique. Aujourd'hui, on décrypte une enquête, on se plonge dans la littérature scientifique et on propose tout ça gratuitement sous forme de beaux épisodes de vulgarisation. Si ce genre de choses vous plaît, je me permets un petit coup de pub pour ma série XP dans laquelle on suit des expéditions scientifiques pour parler des 9 limites planétaires. On a sorti les 2 premiers épisodes qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Tout ça, ça va vous plaire parce que les épisodes font plein de vues en ce moment, c'est génial. Mais d'ailleurs, on fait beaucoup plus de vues que notre nombre d'abonnés. Donc si vous pensez que la suite vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Nous, ça nous offre une vraie base solide pour construire la chaîne et ça nous permet aussi de convaincre des sponsors de nous soutenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est NordVPN qui nous permet de parler de Tchernobyl. Aujourd'hui, tout le monde le sait, naviguer sur Internet, c'est pas ultra safe. Nos données sont assez facilement exposées. C'est là que NordVPN entre en jeu. NordVPN vous permet de chiffrer vos données, de masquer donc votre adresse IP, donc en gros votre position, et puis de sécuriser toutes vos données de navigation. Bref, ça renforce clairement votre confidentialité en ligne. À titre personnel, ça doit faire 4 ou 5 ans que j'utilise NordVPN. Avant, j'habitais en Suisse, aujourd'hui, j'habite aux États-Unis et je m'en suis toujours beaucoup servi pour accéder à du contenu en France ou en Suisse.
Alors on pourrait se dire qu'avec NordVPN, on a accès à un VPN, et c'est le cas, c'est dans le nom, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Déjà, tu peux l'utiliser sur 10 appareils en même temps. Ici, au studio, avec mes salariés, on a un seul abonnement et ça suffit pour tout le monde. On peut bien sûr aussi changer notre localisation virtuelle pour accéder à des contenus qui sont bloqués dans certains pays. Bon, ça, je m'en sers tout le temps. Et il y a aussi une protection anti-menace qui bloque les sites dangereux, les trackers et les pubs relous. Et puis, il y a même une surveillance du dark web qui m'alerte si mes identifiants fuitent. Et puis, surtout, aucune donnée de navigation n'est conservée. À titre personnel et en tant que chercheur, je pense qu'avoir un VPN, c'est hyper utile et en tout cas, je m'en sers tout le temps. Si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai une offre pour vous. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous avez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous montrer revient au prix de 1 café par mois. Et en plus, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, donc techniquement, vous prenez aucun risque. Bref, merci à NordVPN de nous soutenir et nous, revenons à notre réacteur nucléaire. Bon, pour comprendre Tchernobyl, il faut comprendre ce qui fait mal, ce qui fait que cet accident a terrorisé le monde entier. Pour comprendre ça, il nous faut les bases. Et ces bases, elles prennent racine à la fin du 19e siècle. Cette photo, on en a déjà parlé sur la chaîne. Elle est prise en 1895 par Wilhelm Röntgen. Cette main, c'est la main de sa femme, enfin ses os et sa bague, et c'est la première fois qu'on voit à travers un corps humain en pleine santé. Avec ce cliché, l'humanité découvre qu'il existe des rayonnements capables de traverser la matière, la peau et les tissus. Les rayons ionisants transportent beaucoup d'énergie, assez pour arracher des électrons aux atomes. Et quand ça se produit et qu'un atome se fait pétard un de ces électrons, il n'est plus neutre, il est chargé électriquement. On dit qu'il est ionisé. Donc si tout ça, ça se passe dans notre corps, ça peut provoquer des cassures de l'ADN, des modifications chimiques de la structure de la molécule d'ADN dans chacune de nos cellules. Mais ça, on va y revenir en parlant des pompiers de Tchernobyl. Donc ça veut dire que pour prendre cette photo, Röntgen a défoncé la main de sa femme? En vrai, non, parce que là c'est une exposition hyper courte à super faible dose. Rien à voir avec, je sais pas moi, l'explosion d'un réacteur nucléaire soviétique par exemple. Ok, donc un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Un atome d'uranium est frappé par un neutron et se casse en deux. C'est la fission nucléaire. Ça libère de l'énergie sous forme de chaleur, des produits de fission qui sont radioactifs et des nouveaux neutrons qui vont aller frapper d'autres atomes et continuer la réaction en chaîne. Donc à l'échelle atomique, le cœur de notre réacteur est un chaos complet, en instabilité perpétuelle. Heureusement, tout ça, ça se passe dans un environnement extrêmement contrôlé. Tous ces éléments radioactifs font leur job dans une enceinte fermée où en fait on utilise des grands cylindres de graphite qui peuvent remonter et redescendre, qui vont ralentir les neutrons, qui vont ralentir la vitesse de la réaction pour essayer de contrôler la vitesse à laquelle ça se passe et pas que ça explose. Et puis tout ça, ça se passe dans de l'eau qui est refroidie constamment pour éviter que ça surchauffe. Et tout ça, ça se passe dans une cuve en acier épais confinée dans une énormissime enceinte en béton avec un couvercle de 1200 tonnes. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a aucun risque. Спрашивают, может ли взорваться атомная электростанция? Ну, я могу с полной ответственностью заявить, что это совершенно исключено. Il est 1h28. Le réacteur a explosé depuis 5 minutes et une sonnerie brise le silence dans la caserne NO2 de Pripyat. Les pompiers s'équipent et embarquent dans leur camion, direction le plus grand accident nucléaire de l'histoire de l'humanité. Ils arrivent sur la zone sans protection adaptée, ils enjambent les débris du réacteur éventré et respirent cette étrange poussière. Ils sont exposés à une forte dose de rayonnement ionisant qui traverse leur peau, détruisent leur structure cellulaire et cassent leur ADN. Des rougeurs commencent à se développer, des cloques pour les malheureux qui sont montés sur le toit. La plupart commencent à avoir des nausées, des vomissements. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils sont en train d'inhaler l'iode 131 et du césium 137. Ces particules radioactives passent dans leur sang, irradient leur corps en continu, les cellules de l'intestin se renouvellent très vite, et donc c'est elles les premières à manifester les effets des radiations. Mais il y a encore beaucoup d'autres effets à venir. Ils seront hospitalisés, et là-bas, les médecins dresseront un triste constat. Leur exposition aux radiations a explosé leurs cellules. Comme l'ADN est aussi impacté, la notice, il y a des erreurs de réparation, des mutations, des morts cellulaires massives, les organes lâchent les uns après les autres. Les plus costauds survivent quelques jours et meurent privés de toute défense immunitaire. Alors, les pompiers ont vraiment eu une exposition extrême. À distance, les doses sont beaucoup plus faibles, mais globalement, les effets sur le corps sont à peu près du même type.
Pendant des jours, le réacteur est à cœur ouvert. Il vomit des éléments radioactifs, qu'importe le balai d'hélicoptère larguant du bord pour essayer de ralentir la réaction. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage dont les gens parlent tant? De quoi est-il constitué? L'explosion a transformé le réacteur en cheminée radioactive. Cette cheminée a recraché l'équivalent de 12 milliards de becquerels. C'est l'unité de mesure de la radioactivité. D'après l'ASNR, c'est l'équivalent de 30 000 fois l'ensemble des rejets radioactifs émis par toutes les installations nucléaires du monde entier en 1986. Rien que ça. Alors, des éléments radioactifs qui s'échappent du réacteur, il y en a une quinzaine. Mais on va se focus principalement sur deux, l'iode 131 et le césium 137. Ces éléments radioactifs se retrouvent dans l'atmosphère et sont portés par les masses d'air. Après, on n'est pas non plus sur un beau cumulonimbus compact, on est plutôt sur une traînée invisible qui se dilue au gré des courants atmosphériques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils vont retomber. Et en soi, le passage du nuage est assez anecdotique, enfin, en comparaison du reste. Même si on se met dans la zone de France où les niveaux de contamination dans l'air étaient les plus élevés, c'est-à-dire dans le nord-est et l'extrême sud-ouest, la contribution de l'inhalation ne va pas dépasser les 10% de la dose totale qui est principalement due aux dépôts radioactifs et aux conséquences des dépôts radioactifs. Le rapport dit explicitement que l'année 1986, en France, les doses ont résulté principalement de l'ingestion de denrées contaminées. Et qu'en fait, la contribution de l'inhalation du nuage est restée faible, sans jamais dépasser 15% de la dose totale dans le nord-est de la France. Alors que c'est précisément l'endroit où l'air était le plus contaminé. Bon, est-ce qu'il est inoffensif en fait ce nuage? Non, parce qu'en fait dans tout ça, on zappe un élément essentiel. En gros, pendant 5 jours, on a eu une masse d'air contaminée par l'accident de Tchernobyl qui a stagné sur la France. S'il n'avait pas plu, les conséquences de cet événement auraient été encore plus faibles que ce qu'elles ont été. Malheureusement, entre le 1er et le 5 mai 1986, il a plu. Quand l'air se refroidit, il peut contenir moins de vapeur d'eau. L'eau en excès va alors se condenser sur de minuscules poussières pour former des nuages. Et ces petites poussières, on les appelle des noyaux de condensation. Quand ces gouttes deviennent trop grosses, alors vous savez ce qui se passe, elles retombent au sol avec leur noyau de condensation. Le truc, c'est que dans ce nuage en particulier, en plus d'avoir des poussières et du pollen comme noyau de condensation, on a aussi du césium 137 et de l'iode 131. Les noyaux de condensation de ce nuage sont radioactifs. Alors, au mois de mai 1986, c'est une pluie radioactive qui s'abat sur la France. 20 ans plus tard, les experts de l'IRSN, en fait l'IRSN c'est l'ancien nom de l'ASNR, ils se replongent dans les vieux dossiers pour reconstruire le trajet du nuage radioactif. Là je parle pas du rapport qui vient de sortir, je parle d'un truc qui est sorti il y a 20 ans. En gros, ils ont modélisé le trajet du nuage à partir de mesures de radioactivité de l'époque. Et globalement ce nuage, on n'est pas surpris, il traverse la France de part en part. Bon, le nuage arrive et nos voisins sont en panique. L'Allemagne par exemple suspend les rencontres sportives en plein air. La Suisse, elle, fait plein de recommandations alimentaires pour prévenir d'éventuelles contaminations. Et en France, on est chill. On est chill, mais il n'y a pas de raison de stresser vu que le nuage ne va pas traverser la frontière. Aucune mesure de protection de la population n'est prise. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé de ces retombées radioactives. Alors, comment on fait tomber une pluie radioactive? En fait, la pluie, c'est hyper local comme truc, vous le savez. Ça dépend des températures, du relief de la région, des perturbations. Et quand un gros nuage radioactif soviétique passe par là, les gouttes de pluie capturent les particules et les déposent au sol. Deux régions voisines peuvent donc avoir des niveaux de contamination complètement différents. Et c'est là la nuance hyper importante de cette vidéo. La carte des contaminations en France, c'est pas une cartographie du nuage, c'est une carte des précipitations. Et une fois au sol, ces particules radioactives ne disparaissent pas pour autant. En tout cas, pas tout de suite. Prenons l'exemple du césium 137. Le césium 137 a une demi-vie d'environ 30 ans. Ça veut dire qu'au bout de 30 ans, il en reste la moitié, au bout de 60 ans, environ un quart, et au bout de 90 ans, environ un huitième. C'est exponentiel. Le rapport parle de rémanence du césium 137 et explique que l'exposition en France perdure encore aujourd'hui à cause de lui, à cause du césium qui est dans le sol. Donc sur notre carte, on voit que pendant le passage du panache sur les premiers jours du mois de mai 86, il a plu en Corse, dans le sud-est, dans le Jura et dans les Vosges. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la France a bien été touchée, mais de manière inégale. La géographie des retombées est hyper contrastée. Donc on n'a absolument rien su, et en plus il a plu ici. Il a plu pendant 5 jours.
Ça veut dire que moi, mes bêtes, tout ça, on était dehors tout le temps. En l'espace de quelques kilomètres, vous pouviez avoir des dépôts radioactifs 10 fois plus importants. Bon, une fois au sol, notre césium est sous forme d'ion. Il est positif et il a la capacité de se fixer dans les sols. Surtout dans les sols à haute teneur en argile parce que souvent ils sont négatifs. Positif, négatif, ça marche bien. Par exemple, l'endroit qui a pris le plus cher dans le pays au niveau des pluies radioactives, c'est la Corse. Le truc, c'est qu'en Corse, les sols sont pauvres en argile et en matière organique. Donc ils n'ont conservé qu'une faible part des dépôts radioactifs. À l'inverse, dans le Jura, les pluies ont été beaucoup moins fortes, mais les sols argileux ont mieux retenu le césium-137, donc au bout d'un certain temps, il y avait plus de césium dans le Jura, malgré une météo plus clémente. La viande produite dans les Vosges, par exemple, va se trouver à des niveaux de contamination aujourd'hui beaucoup plus élevés que la Corse, alors que la Corse, elle, a eu des dépôts radioactifs encore plus importants. Okay. Voilà. Ouais. Alors pourquoi la Corse? Eh bien parce que les sols corses, ils sont constitués essentiellement de sable. Et alors les villes dans tout ça, moi j'ai grandi en banlieue, ça donne quoi sur du bon gros béton? Là-dessus, c'est un autre événement qui, des années plus tard, va compléter les informations de l'ASNR. Bonsoir et bienvenue à tous. La crise nucléaire s'aggrave au Japon après une nouvelle explosion dans la centrale de Fukushima. Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées. On est en 2011 et juste après Fukushima, le Japon mesure tout partout. On observe que sur les structures humaines, sur les routes, les trottoirs, les toits, la pluie nettoie la zone. En gros, la radioactivité disparaît plus vite dans les villes que dans les campagnes. Et donc ces nouvelles mesures permettent à l'ASNR d'ajuster leur modèle, la manière avec laquelle ils calculent la baisse des doses en France après Tchernobyl. Ils transfèrent cet apprentissage des villes au Japon sur nos villes en France et on comprend mieux comment les villes réagissent. Mais ajoutons encore un niveau de complexité à cette carte de la France radioactive. Si je vous disais qu'elle changeait au fil des années. Au printemps 86, la France n'a pas été marquée une fois pour toutes. La France vit, la France bouge. Et depuis la contamination, cette carte n'a jamais cessé de se transformer. Déjà, on l'a vu, ces villes se décontaminent plus vite que les zones rurales. Et dans les zones rurales, justement, les contaminations se déplacent. Elle descend dans les sols et elle est emportée par la pluie. Les sédiments radioactifs sont charriés par les cours d'eau, transportés par l'érosion. Donc la radioactivité va s'effacer des zones cultivées, mais persister dans les forêts. Et parfois, alors même qu'on la croit disparue, elle réapparaît. C'est qu'en 96, quand on a découvert des sangliers contaminés dans les Vosges, que ça a interpellé tout le monde. Comment c'est possible que 10 ans après, on trouve encore des sangliers contaminés en France? Et c'est à partir de là que des tas d'études ont débuté sur les retombées de l'accident de Tchernobyl en France. Le 15 mai 1986, le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, SCPRI, je sais pas comment on dit, bref, ces gars-là, sortent enfin des données après 15 jours. 50 becquerels par mètre carré en Bretagne, 500 dans l'Est. Alors j'imagine que statistiquement, ces unités de mesure doivent parler à peu près à aucun d'entre vous, mais 500 becquerels dans l'Est où le nuage est resté quelques jours, c'est absolument invraisemblable. C'est impossible. Pourtant, ces données, elles sont délivrées par un organisme public français. Les mecs dépendent directement du ministère de la Santé. Mais c'est impossible, c'est beaucoup trop bas et personne ne croit les données officielles. 5 mai, dépêche de l'AFP, déclaration du ministère de l'Agriculture, les taux de radioactivité des produits agricoles sont normaux en France. Le laboratoire d'analyse confirme dans le journal de 20 heures. Partout dans le pays, des citoyens, des scientifiques, des médecins, des militants se regroupent en associations et commencent à proposer des mesures de contre-expertise. Et pour la première fois, les citoyens cessent d'attendre la vérité, ils vont chercher ces mesures eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'au lendemain de l'accident est créée l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Bref, en gros, c'est une asso citoyenne qui essaye de surveiller la radioactivité. Cette asso, elle existe encore, et d'ailleurs, ils viennent de sortir une grande étude sur une méga cueillette de champignons radioactifs. L'année dernière, donc, des bénévoles partent aux quatre coins de la France avec leur petit panier pour cueillir des champignons et les envoyer au labo pour voir s'il reste du césium-137. Alors pourquoi des champis? Parce que c'est génial les champis, ce sont des bio-indicateurs de fou. Leur mycélium explore de grands volumes de sol et certains peuvent bien capter les césiums. Donc si on en retrouve dans les champignons, c'est qu'il en reste dans les sols. Le laboratoire analyse alors 74 champis français et 4 ukrainiens. Sur les 74 échantillons, 59 contiennent encore aujourd'hui du césium-127.
40 ans après, la trace de Tchernobyl est encore détectable dans 80% des champignons analysés. Contrairement au milieu agricole, en milieu forestier, le césium va rester très biodisponible. Et du coup, il va rester en surface et il va alimenter les champignons, les petits végétaux, etc., etc. La contamination de la viande de gibier n'a que très peu baissé depuis l'accident de Tchernobyl. Et ce que je trouve ouf, c'est que là, on a encore une nouvelle carte. On a une carte qui raconte comment 40 ans d'écologie, 40 ans de vie dans la forêt ont remodelé cette contamination. Et je vous avoue qu'en fait, en 40 ans, on a eu le temps d'accumuler vachement de données sur les conséquences de Tchernobyl. Et en fait, il y a toute cette masse d'informations qui n'est pas nécessairement facile à analyser. On a tendance à un peu perdre le fil. Heureusement, on arrive au morceau de cette vidéo qui nous intéresse le plus. Quelles ont été les conséquences sanitaires sur les Français? Je ne parle pas des écosystèmes, cette fois-ci, je parle vraiment de nos corps. La radioactivité est une des causes connues du cancer de la thyroïde. Le poison, lui, est toujours là en petite quantité, mais présent partout. En 87, le CRIRAD, une autre de ses assos, réalise ses propres mesures. Alors oui, il s'attendait à voir plus que les mesures officielles. Mais là, on est loin de 500 becquerels par mètre carré. Ok, alors partons pour la campagne de Nice. Entre le 1er et le 5 mai 86, il pleut beaucoup. Les dépôts de césium-137 y atteignent 50 000 becquerels par mètre carré. Pas 500, 50 000. Bon bah du coup, les premières données officielles étaient juste 1000 fois trop basses. Ce n'est qu'en 2005 que l'IRSN, qui succède au SCPRI et qui précède la RSN, se dit que la pluie peut faire la différence. Ils sortent de nouvelles données à grands coups de 40 000 becquerels par mètre carré sur la côte corse. Et sans surprise, le récent bilan de la SNR montre que les personnes qui travaillent en extérieur, en forêt, reçoivent aujourd'hui encore des doses 10 fois plus importantes que le reste de la population. Malgré ça, en France, et c'est très important, le rapport ne met pas en évidence de catastrophes sanitaires mesurables dans la population. Aujourd'hui, s'il y avait un accident nucléaire, à partir de 50 millisieverts, on prendrait des mesures de protection de la population de type distribution d'iode, interdiction de consommation de denrées. En Ukraine, le cas de cancer de la typhoïde ont été multipliés par 100. Le coupable, c'est l'iode 131. Donc ça, c'est hyper important. On peut très clairement montrer l'impact sur l'écosystème. Aujourd'hui, l'impact sur nos corps n'est pas si évident que ça. En tout cas, il n'est pas significatif. La typhoïde, c'est un organe qu'on a dans le cou et c'est une glande endocrine. Elle produit des hormones qui seront transportées dans le sang et diffusées dans toutes les parties du corps. Et pour fabriquer ces hormones, elle utilise de l'iode. Le truc, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre de l'iode stable et de l'iode radioactif. Donc même si la demi-vie de l'iode 131 n'est que de 8 jours, il a pu être transféré à l'homme via des aliments contaminés comme le fait. Dans l'organisme, il se concentre dans la typhoïde en continuant d'émettre leur rayonnement ionisant dont on a parlé plus tôt. Ils endommagent l'ADN et mènent à un cancer. En France, en 1986, la SNR dit que les doses équivalentes à la typhoïde les plus élevées en France concernaient les enfants jusqu'à environ 7 millisieverts. Et le seuil limite est fixé à 50 millisieverts. Donc la grande conclusion, c'est que oui, les doses ont bien été sous-estimées. Mais a priori, ça n'a pas eu d'effet significatif sur la santé des Français. Si le nuage, lui, ne s'est pas arrêté à la frontière, la vérité, elle, s'est arrêtée quelque part dans le maillon politique de la gestion de crise, exposant des milliers de Françaises et de Français à des doses trop élevées de radioactivité. Aujourd'hui, ça fait 40 ans, jour pour jour, que l'explosion a eu lieu. En 40 ans, on a eu lieu de faire plusieurs fois le tour du sujet et de réécrire encore et encore le récit officiel. Avec ce rapport, on peut espérer que le bilan est enfin définitif. 40 ans plus tard, le nucléaire reste l'une des sources d'électricité les plus faiblement carbonées et l'une des moins meurtrières par quantité d'énergie produite. Et de très loin derrière le charbon, le pétrole ou le gaz. En fait, si on compte tous les effets sanitaires à long terme, pour 1 TWh produit, on peut compter 24 morts pour le charbon, 2 pour le gaz et 0,03 pour le nucléaire. Évidemment, ces morts sont très fortement liées aux pollutions du charbon et du gaz. Alors, ça a été démontré qu'on ne peut pas prédire quelle sera la prochaine catastrophe industrielle de grande ampleur. Mais on sait qu'il y a énormément moins de chances qu'elle provienne du secteur du nucléaire. Et en faisant nos recherches sur Tchernobyl, on découvre que c'est extrêmement triste, mais qu'en fait, le sujet est aussi un formidable terrain scientifique. Alors, on n'a sûrement pas fini de vous faire des épisodes sur le sujet, donc si ça vous intéresse, dites-le nous et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Pensez à vous protéger, vous et vos données numériques, grâce à NordVPN, c'est dans la description. Un café par mois, je vous refais pas l'OP, et moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous.